merci d'assister à ce live Studirama TV consacré ce soir à l'école atlantique de commerce du groupe Audencia. Je reçois pour en parler Anne Cordès, vous êtes directrice des études, et Guy Gascoin, vous êtes directeur de l'établissement. Bonsoir. 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 L'EAC, en 2 mots. L'EAC en 2 mots. L'école atlantique de commerce, vous l'avez dit, fait partie du groupe Audencia, c'est le bachelor du groupe Audencia. C'est une école qui a été créée il y a 35 ans à l'initiative des entreprises via les chambres de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire. En quelques chiffres, l'EAC c'est 2200 diplômés, 400 étudiants à peu près aujourd'hui. C'est un programme sur 3 ans. On est plutôt un bachelor généraliste, même si on a une teinte très affirmée sur l'international. Alors, on va commencer quand même par une question, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, qui vous demandent de distinguer le EAC d'Audencia. Quelle est la différence ? Alors, il n'y a pas de différence, il y a une complémentarité entre les deux. On fait partie du groupe Audencia depuis 2010. En 2010, on a eu 2 écoles qui ont rejoint le groupe, Sciences Com, École de communication, et l'EAC, donc, qui est finalement les plus jeunes du groupe, parce que lorsqu'on rentre à l'EAC, on a 17 ans, 18 ans grand maximum. Ce groupe nous permet de bénéficier d'une synergie, nous permet de bénéficier aussi d'un appui. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais notamment au niveau international. On a la direction des relations internationales qui va nous appuyer sur toute la partie internationale. On a aussi une puissance de feu importante en termes de mobilisation du corps professoral, notamment par rapport à la faculté du groupe. Première question quand même, à laquelle on aurait dû se consacrer, le bachelor. Aujourd'hui, que vaut un bachelor, un bac plus 3, et ils ont été revalorisés avec le LMD, que vaut aujourd'hui un bac plus 3. Anne, tu veux répondre ? Alors, que vaut un bac plus 3 ? Ça permet aux étudiants d'avoir un cursus post-bac en 3 ans, et ça leur permet de choisir à l'issue de ces 3 ans entre une poursuite d'études ou une entrée directe sur le marché du travail. Pour information sur les étudiants de l'EAC, 66% l'an dernier d'entre eux ont souhaité poursuivre vers des masters, et donc les autres ont intégré le marché du travail avec succès. Ils ont trouvé un poste très rapidement. Ces 66%, ça fait donc à peu près d'une année sur l'autre, on est à peu près sur ces chiffres-là. Donc ça leur permet d'aller derrière chercher une spécialité sur un master ou d'intégrer une grande école, un programme grande école d'une école supérieure de commerce ou en université. Ça permet le double choix. Le premier choix, c'est les études relativement courtes, 3 ans, avec l'insertion professionnelle. Le deuxième choix, c'est de se dire, peut-être qu'effectivement, mon projet professionnel fait que j'ai besoin encore de 2 années supplémentaires. Donc c'est un format qui pourrait correspondre à certains qui voudraient d'abord commencer par un premier palier en 3 ans et poursuivre éventuellement sur une plus longue durée. Complètement, c'est exactement ça, oui, tout à fait. C'est aussi l'occasion à un bachelor d'aller sur un enseignement qui est beaucoup plus pratique, puisqu'ils vont avoir un nombre de stages importants dès la première année, la deuxième et la troisième année. Au total, à l'école atlantique, ils ont entre 12 et 14 mois de stage. Donc ça leur permet de mettre en pratique et d'apprendre à comprendre ce qu'est le métier qu'ils vont embrasser par la suite. Et donc ça permet d'aller un peu plus sur la découverte des métiers et de ce qu'ils veulent faire plus tard. On va rentrer dans l'étendue de votre programme et des filières. Et Théo vous demande si les professeurs de l'EAC sont communs avec Audencia. Vous parliez de l'international, mais est-ce que les enseignements irriguent tous les programmes, y compris le bachelor ? Oui, et ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire que les enseignants d'Audencia enseignent, le corps professoral est commun en fait aux 2 écoles, au programme grande école et à l'école atlantique de commerce. Donc ils enseignent aussi bien dans le bachelor que dans le programme grande école. Et les étudiants, les formateurs également externes vont faire partie également et d'Audencia et du bachelor. Donc il y a une mixité à ce niveau-là qui est complète. Comment se structure en termes de cursus le bachelor, première, deuxième, troisième année? Il y a une progression. Quelles sont les spécialités que vous proposez en dernière année? Je vais commencer, tu pourras compléter. On a effectivement l'intérêt d'un programme tel que l'EAC, c'est finalement de pouvoir construire son cursus au fur et à mesure de son projet professionnel. Et effectivement, la première année est plutôt, on va dire, un tronc commun, même s'il y a un certain nombre d'électifs dont Anne pourra parler tout à l'heure. Dès la deuxième année, on a déjà des parcours différenciés. Il y a des étudiants qui vont
plutôt s'orienter vers un parcours international et se diriger vers un semestre d'études à l'étranger. D'autres choisir ce qu'on appelle le parcours corporate. Et en troisième année, là, ils vont choisir des filières métiers, toujours en cohérence par rapport à l'évolution de leur projet professionnel et par rapport à, bon, peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure, par rapport à Calypso. Tu peux compléter. Alors, en troisième année, ils vont aller sur des spécialités qui vont du développement à l'international, donc des fonctions import-export, sur une spécialité à l'entrepreneuriat, une spécialité sur le marketing et la communication, et puis une spécialité de management commercial. Ils ont aussi la possibilité en troisième année d'aller réaliser une filière à l'international, c'est-à-dire chez nos partenaires, donc entièrement leur troisième année, soit en Angleterre, soit en Irlande ou encore en Allemagne. Dans ce type de programme, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne du sens aux choses. C'est-à-dire qu'on part de la théorie, mais rapidement on passe sur la pratique, et c'est la pratique qui permet de donner du sens à la théorie. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de facilité à apprendre et beaucoup plus de facilité à mettre en application derrière, avec, au-delà de la partie très technique des choses, il y a aussi une composante développement personnel non négligeable, parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que dans les entreprises, et quand on discute avec des DRH, la personnalité des collaborateurs joue pour beaucoup dans leur intégration ou pas en entreprise. Donc il faut les deux, il faut une tête bien faite, mais il faut aussi une capacité à travailler en équipe, à travailler en groupe, et à l'EAC on travaille beaucoup en équipe et beaucoup en groupe, parce que demain c'est ce qu'on attend en entreprise. Ils ont continuellement en fait, sur leur parcours, ils ont des travaux de groupe qui vont réaliser soit sur des cas concrets pour des entreprises, donc ils vont réaliser par exemple une étude de marché pour une entreprise et puis faire la restitution à l'entreprise à la fin. Donc ça se réalise en groupe, donc avec tout ce qui existe dans un travail de groupe, les points positifs et les points négatifs. De temps en temps il y a quelques frictions, mais ça apprend aussi à comprendre comment ça se passe dans l'entreprise. Et puis ils vont aussi construire leur parcours comme ça en choisissant des électifs tout au long des 3 années et arriver au choix de la filière qui va déterminer une connaissance plus approfondie encore d'un métier qu'ils pourront après soit pratiquer s'ils sortent directement sur le marché du travail, soit ensuite se spécialiser dans ce domaine-là, que ce soit le marketing, que ce soit la communication, en faisant une poursuite d'études. Vous avez donc répondu à la question d'Annika qui s'inquiétait de savoir ce qu'était une mission en entreprise. Mais on a Aline qui vous demande, et vous l'évoquiez tout à l'heure, ce qu'est le programme Calypso. Alors le programme Calypso, c'est un programme qui permet justement à l'étudiant de construire son projet professionnel. Donc en apprenant dès la première année la base, c'est qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce qui me plaît dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je vais pouvoir transférer sur ma pratique professionnelle, en fait, qu'est-ce qui va me plaire dans ma pratique professionnelle plus tard. En deuxième année, ils vont aller au contact de ces différents métiers, rencontrer des professionnels. Et en troisième année, ils choisissent en fait la filière métier qui détermine le métier qu'ils pourront effectuer par la suite. Donc pas à pas, en fait, ils sont accompagnés sur cette découverte d'eux-mêmes et de ce qu'ils aiment pour trouver leur voie professionnelle par la suite. Lorsqu'ils rentrent dans l'école, ils sont très jeunes, ils ont 17 ans pour une bonne partie d'entre eux, 25% ont 17 ans. Donc on sait très bien qu'il y en a très peu qui vont nous dire ce qu'ils vont faire dans 3 ans ou dans 5 ans. Par contre, on fait attention à ce qu'on soit bien sur la longueur d'onde par rapport au fait qu'on prépare la fonction commerciale. Après, en fonction de tout ce qu'on a pu faire sur les 3 années, les projets vont se décanter au fur et à mesure. Et là, encore une fois, une formation, qu'elle soit Bac plus 3, Bac plus 5, n'est que la résultante d'un projet qu'il faut mener à terme. Et ce projet-là, on l'identifie au fur et à mesure. Alors, on travaille beaucoup sur la confiance en soi. Certains étudiants arrivent à trouver déjà des voies dès la première année, mais d'autres c'est en deuxième année, puis certains c'est qu'en troisième année. Certains procèdent par élimination en disant oui, effectivement, je n'irai jamais vers la fonction commerciale pour telle ou telle raison, par contre la fonction marketing m'intéresse, ou par contre dans le domaine des services, la banque peut m'intéresser, puis au fur et à mesure on construit. Ils ont un gros avantage, c'est que de par les intervenants du monde professionnel qu'ils côtoient au quotidien, ils peuvent échanger et poser plein de questions, et les stages permettent aussi de pouvoir finaliser tout ça. Et lors, par exemple, de la recherche de stage, ils vont être en individuel avec une personne qui les accompagne et qui va leur dénouer avec eux aussi quel est le type de poste qu'ils recherchent dans leur stage, etc. Donc ils ont un suivi, quand on dit que c'est un suivi individuel, c'est qu'ils ont des rendez-vous régulièrement pour les accompagner sur cette réflexion en fait, sur leur projet professionnel. Vous avez rassuré Nadine, qui est maman d'une jeune fille qui souhaite rentrer dans une école de commerce, qui est en terminale ES justement, et qui vous demandait est-ce qu'il y a des accompagnements individuels. Alors, ça veut dire
par exemple en terminale ES, on n'a pas encore à faire un choix déterminé de la filière au terme qu'ils feront au terme des 3 ans. Rassurez-les, on n'a pas un choix déterminé. Au contraire, il faut laisser le temps au temps. Par contre, alors, souvent les étudiants nous disent, mais comment ça se fait que vous notez les programmes Calypso? Parce que finalement, c'est un choix perso. Et effectivement, on ne va pas noter le fait d'avoir choisi de vouloir faire des achats ou de vouloir faire de la vente, mais on va noter le fait d'être en projet et en réflexion pour que finalement, à la fin de la 3e année, il puisse se dire, en fonction de tout ce que j'ai pu voir, 1re, 2e et 3e année, je sais maintenant sur quoi je veux pas aller et je sais maintenant sur quoi je veux me diriger. Donc bien évidemment, il faut laisser le temps au temps et surtout ne pas être stressé parce que finalement, au bout d'1 an, 2 ans, on n'a pas encore trouvé réellement ce qu'on fera en termes de projet professionnel. Et ils vont choisir en fait, un certain nombre d'électifs, de matières au choix, sur lesquels ils vont se positionner. Peut-être qu'au final, ils vont se rendre compte que études de marché, c'est pas ça qui leur convient, c'est pas ce qui leur plaît. Au contraire, ça fait partie du processus de choix. Donc l'année suivante, ils vont choisir autre chose. Ils vont aller sur un stage qui développera une autre compétence et ils vont découvrir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et même le fait de découvrir quelque chose ne leur plaît pas, ça aide à la construction en fait, de leur projet. A contrario, quelqu'un peut avoir un projet très déterminé dans le domaine, je sais pas, de l'informatique, de nouvelles technologies, ou un projet très déterminé à l'international et monter son cursus pour avoir en finale sur son CV une vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire, le stage d'expatriation est obligatoire, mais choisir la filière à l'étranger en 2e année, donc semestre d'études, choisir son stage de 2e année à l'étranger, choisir la filière internationale de développement en 3e année, qui est complètement en anglais, et choisir son stage de 3e année à l'étranger. Là, il a un cursus complet qu'il pourra après vendre plus facilement à l'entreprise. D'autant que manifestement, vos filières sont extrêmement réactives et en phase avec les demandes des entreprises. Vous avez une filière en marketing management que vous venez d'ouvrir en partenariat avec Westminster University. Oui. Donc peut-être que dans 3 ans, vous aurez ouvert une autre filière en phase avec le marché. Avant 3 ans. Avant 3 ans, on a l'avantage de nos programmes, c'est qu'on les adapte en fonction de l'attente des entreprises. Il ne faut pas oublier que finalement, on a 2 partenaires. Le premier partenaire, c'est l'entreprise, car on existe depuis 35 ans grâce à l'entreprise. Le second partenaire étant les étudiants et leurs familles. Notre travail est de faire que ces 2 autres partenaires se retrouvent à un moment donné ou à un autre. Et effectivement, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera certainement pas vrai demain après-demain. On adapte nos filières métiers et tout le programme en fonction de l'évolution du marché et de l'attente des différents partenaires. Des pistes sur les prochaines filières? Non, je ne peux pas vous en donner parce qu'il y a un côté encore confidentiel. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y aura de nouvelles filières de 3e année dans les, peut-être pas les mois, mais dans l'année à venir. D'accord, donc les prochains candidats pourront en bénéficier. Tout à fait. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et même à l'international, on ouvre une nouvelle filière en Allemagne qui n'était pas ouverte par exemple cette année. Donc là, chaque année, il peut y avoir aussi un nouveau partenariat qui va arriver, qui sera peut-être ailleurs qu'en Allemagne ou en Angleterre ou en Irlande. Justement, à l'international, il y a beaucoup de questions qui sont dédiées à ça. Ali trouvait qu'il était un peu trop jeune pour partir très vite à l'international, mais l'expatriation est un peu plus reculée. Vous utilisez, vous, à l'ESC, l'appellation stage d'expatriation. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus? D'ordinaire, on utilise l'appellation stage à l'étranger, mais vous êtes très attaché à cette appellation. Alors, il s'appelle stage d'expatriation parce que l'objectif, c'est à la fois de faire un stage, mais surtout de faire une expatriation, c'est-à-dire pour les étudiants qui ont entre 17 et 18 ans, d'aller dans un pays étranger, de faire la démarche de cette recherche de stage qui est effectivement plus difficile aussi parce qu'elle se fait généralement en langue anglaise, et d'aller développer des compétences au-delà des compétences effectivement de trouver un stage, de le trouver à l'étranger, de le réaliser à l'étranger, de quitter papa et maman alors qu'on a juste 17-18 ans et de se débrouiller tout seul. C'est un véritable accélérateur de maturité également de faire ce stage à l'étranger dès la première année. Ce n'est pas le stage le plus compliqué en termes de contenu professionnel parce que ce n'est pas là où on va être le plus exigeant. Ce n'est pas le stage le plus facile à trouver parce que ça veut dire qu'il faut aller s'exprimer en langue étrangère pour trouver ce stage. Alors après, comme tous les stages, on ne fait jamais à la place des étudiants, mais on les accompagne systématiquement. Donc là, on va leur donner les outils pour faire une lettre, un CV en anglais. On va, dans le cadre des cours de langue, leur permettre d'utiliser les pôles de marketing téléphonique pour téléphoner aux entreprises étrangères, pour négocier. Et puis après, derrière, les uns et les autres, en fonction de leurs résultats, parce que c'est important, la notion de groupe est importante, en fonction des résultats,
obtenus en termes de propositions d'entreprise vont pouvoir les diffuser aux uns et aux autres. Et l'exercice difficile parce que ils sont tous partis en stage à l'étranger, donc en stage d'expatriation en ce moment-là. Donc dès leur entrée en première année, ils commencent à chercher. Ils ont tous toujours trouvé leur stage. On en a envoyé 135 cette année. Sans transition, Amandine vous demande si vous avez des spécialisations dans la com, sachant que Sciences Com a rejoint le groupe Audencia. Est-ce qu'il y a des interactions entre les écoles qui peut cultiver une autre compétence, notamment dans le domaine de la communication? Alors dans le domaine de la communication, par exemple, on a effectivement une filière de troisième année qui est marketing communication et qui développe sur un format optionnel des spécialités dans la communication. Et certains de nos étudiants vont aller poursuivre sur Sciences Com, par exemple, ou vont aller poursuivre sur de la communication ailleurs que dans le groupe. Donc bien évidemment, ils développent un apprentissage des compétences en communication qu'ils vont pouvoir aller développer par la suite. Certains d'entre eux peuvent aussi aller faire de la communication directement en sortie en entreprise, donc sur plutôt des formats PME à ce moment-là, sur des entreprises plus petites, donc avec des fonctions alliant à la fois le marketing et la communication souvent. Donc il y a une vie après le bachelor? Oui, il y en a une avant aussi. Il y en a une avant aussi. La voie du master, la voie de la vie professionnelle. Quels sont les débouchés? Quels sont les postes qu'occupent aujourd'hui vos diplômés? Vous avez une... Alors, il y a deux distinctions à faire. La première, c'est la poursuite d'études. Si on prend les chiffres de l'année dernière, on avait 66% des étudiants de troisième année qui ont fait le choix de poursuivre sur les programmes Bac+5. Et donc, les autres qui ont intégré directement l'entreprise. Ils intègrent l'entreprise dans des métiers auxquels on les forme, ce qui paraît plutôt logique. Donc on en a à peu près la moitié qui sont dans des métiers commerciaux, dans la vente, donc 50%. On a à peu près 30% qui sont sur des métiers liés au marketing et à la communication, et puis une vingtaine de pourcents, qui sont liés à des métiers plutôt dans la fonction achat, logistique et international au sens large du terme. Par rapport à la poursuite d'études, alors on les accompagne jusqu'au bout, y compris dans le choix d'intégration professionnelle. C'est-à-dire qu'on va en face à face. Il y a des collaborateurs de l'EAC qui sont là pour les aider à y voir plus clair. Et on les accompagne aussi maintenant dans la poursuite d'études. On réfléchit avec eux sur quelle est la pertinence en fonction des projets professionnels. On a à peu près 50% des étudiants qui rejoignent sur des AST des programmes grande école. On a 30% qui sont sur des masters et puis 20% qui intègrent l'université, et là aussi des masters spécialisés plutôt dans les domaines finance et ressources humaines. Sans transition, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui viennent sur les frais de scolarité, notamment des stages à l'étranger, des aides que vous pourriez octroyer. L'alternance est aussi un dispositif qui aide financièrement. Vous appliquez l'alternance et si oui, à quel niveau? Alors avant de répondre sur l'alternance, je peux aussi vous répondre sur l'accompagnement financier. Alors, l'EAC, les frais de scolarité, c'est 6 400 € pour la prochaine rentrée. 6 400 €, ça correspond à tout juste la moitié du coût réel d'un étudiant. C'est plutôt autour de 12 000, 13 000 € que nous coûte un étudiant à l'EAC, mais il n'y a pas qu'à l'EAC, dans toutes les écoles de commerce, enfin en tout cas pour les bachelors, c'est à peu près ça. La différence, elle est payée, elle est financée par les entreprises, par ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage, et par les collectivités, et notamment, en ce qui nous concerne, par les chambres de commerce de Nantes et de Saint-Nazaire. D'où l'importance de pouvoir aussi répondre à ces dernières qui aident au financement et de leur dire oui, si vous financez, vous aurez demain de jeunes collaborateurs capables d'intégrer l'entreprise, d'être opérationnels et capables aussi d'être évolutifs. Ça c'est important, parce que quand on sort d'un bachelor, directement dans l'entreprise, on n'en a jamais fini avec la formation et on est aussi évolutif. Ceci étant dit, c'est toujours cher, 6 400 € de payer. En plus, quand on part à l'étranger, il y a toujours les transports à payer, etc. etc. On est éligible aux bourses d'État, donc ça c'est important, premier point. Quand on part à l'étranger, on est éligible également aux bourses Erasmus et Envoléo. Et le conseil d'administration du groupe Audencia a souhaité que l'on dégage des bourses internes pour les étudiants. Donc il y a deux types de bourses internes. Il y a ce qu'on appelle des bourses de fonds social et on a des bourses de mobilité internationale. Tous nos étudiants qui partent en semestre d'études à l'étranger peuvent faire, sous certaines conditions,
une demande d'accompagnement pour que ça ne soit pas un frein et qu'on n'ait pas un étudiant qui nous dise « j'aurais bien voulu partir à l'étranger mais je ne peux pas pour des raisons financières ». À côté de ça, on a, et le stage d'expatriation, si on l'a avancé de quelques mois, c'est pour permettre aux étudiants, ce qui n'était pas le cas avant, parce que le stage d'expatriation avait lieu sur le mois de juillet-août, enfin juin, juillet, août, on l'a avancé de quelques mois, notamment pour leur permettre d'avoir juillet et août pour pouvoir travailler et aider leurs parents à financer les études. Et en parallèle, on a donc créé une filière en alternante, en contrat de professionnalisation, en 3e année, qui permet du coup à certains étudiants de faire leur 3e année avec un financement entreprise et de toucher une rémunération en parallèle. Olivia vous demande, je suis en année, enfin, pourrais-je faire une année de césure entre la 2e et la 3e année? Est-ce que je serais pénalisée? Est-ce que je devrais payer ma scolarité à ce moment-là? Alors, il y a effectivement la possibilité de faire une année césure entre la 2e et la 3e année. Il y a beaucoup de dispositifs différents qui sont proposés aux étudiants dans ce cadre-là, notamment d'aller faire une année en entreprise. Donc ça rajoute une année de plus d'expérience à l'étudiant en sortie du bachelor, ou de faire un mix entre un stage et un semestre d'études, par exemple, dans une université. Les frais de scolarité, bien entendu, sur cette année-là, ne sont pas les frais de scolarité que payent les autres étudiants. Ils se limitent en gros à des frais de gestion et puis au paiement de la sécurité sociale. Donc, si ça s'élève à 500 € de mémoire. Donc, ça n'a rien à voir avec les frais de scolarité d'une année classique, bien entendu. Et puis, ils peuvent également, et là c'est tout nouveau, c'est un dispositif tout nouveau, aller réaliser un double diplôme avec l'université de Dublin. Donc, ça leur permet d'avoir un diplôme irlandais et un diplôme français à la sortie de leurs 4 ans, puisqu'ils auront une année de césure entre les deux. Donc c'est un dispositif qui est mis en place là pour l'année prochaine. C'est une nouveauté. Oui. Et qui se développera parce qu'on là, du coup, on bénéficie, là on parlait du groupe Audencia, on bénéficie pleinement de la direction des relations internationales, dont la mission, entre autres, c'est d'aller négocier avec les universités étrangères. Le groupe, c'est à peu près 160-166 universités partenaires de par le monde. Alors, à l'EAC, on n'a pas besoin d'autant de partenaires, on a à peu près entre 15 et 17 partenaires, mais qui couvrent l'ensemble des continents. Mais on rappelle que la structure du groupe Audencia profite aussi et bénéficie aussi au bachelor, au programme bachelor. Bien sûr, tout à fait. Venons-en à vos modalités de sélection. Vous êtes sur une banque d'épreuves qui s'appelle ATO+3, qui a rejoint cette année APB. Donnez-nous toutes les ficelles pour intégrer l'EAC l'année prochaine à ceux qui vous écoutent, qui vous suivent et qui souhaiteraient, avant le 20 mars, vous choisir. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Effectivement, on appartient à ATO+3. ATO+3, c'est 8 écoles de commerce, réparties un peu partout en France, qui ont un concours commun. Ce concours commun, il se décompose en 2 phases, une partie écrite et après une partie orale. Pour y avoir accès à ce concours commun, effectivement, il faut s'inscrire sur admission post-bac, mais tous les étudiants de terminale le savent parce que leurs professeurs leur en parlent régulièrement. Donc, inscription sur admission post-bac. Important à retenir, la date du 20 mars, c'est la date limite pour pouvoir noter les noms des écoles. Après, ils auront le temps de faire un certain nombre de choix, et leur choix numéro 1. Dans les conseils qu'on peut donner, c'est qu'il faut toujours mettre son école de cœur en numéro 1. Parce que si vous ne mettez pas votre école de cœur en numéro 1 et que votre autre numéro 1 vous accepte, on n'aura pas l'occasion de vous intégrer à l'EAC. Donc, important. Deuxième chose, en parallèle d'admission post-bac, il y a le concours ATO+3. Et le concours ATO+3, c'est des épreuves écrites qui se dérouleront cette année le 12 avril, qui est un samedi, sur une journée, avec 4 épreuves différentes. Une épreuve de synthèse, une épreuve qui dure 2h30, une épreuve de logique et d'ouverture au monde qui dure 1 heure, une épreuve de seconde langue, enfin d'anglais, qui dure 1 heure, et une épreuve de seconde langue qui dure 45 minutes. L'ensemble des candidats à ATO+3, qu'ils soient dans le sud, dans le nord ou dans l'ouest de la France à l'EAC, passent ces épreuves en même temps. Après, toutes les écoles du concours ATO+3 n'ont pas forcément les mêmes coefficients au niveau des épreuves. En ce qui concerne l'EAC, l'épreuve de synthèse, c'est coefficient 5, l'épreuve de logique, coefficient 3, l'épreuve d'anglais, coefficient 3, et l'épreuve de seconde langue, coefficient 1, en sachant qu'on ne prend que les points au-dessus de la moyenne pour l'épreuve de seconde langue, donc c'est que du bonus.
Après, l'ensemble de ces écoles-là vont déterminer en fonction de ce qu'on peut appeler de barres, ceux qui seront invités ou pas à passer les oraux. Donc c'est extrêmement important de bien préparer les écrits. Et pour préparer ces écrits-là, toutes les écoles de concours à Taux+3 organisent ce qu'on appelle des journées de préparation aux épreuves. Il y en a également à l'EAC, en sachant que ces épreuves du concours écrit permettent après de passer à l'oral. Et à l'oral, on a un entretien individuel, fait par 2 jurys, et un entretien individuel en anglais. Ce que l'on va regarder, alors les entretiens, le coefficient est 8 pour l'entretien individuel et 4 pour l'entretien en anglais. C'est extrêmement important. On va regarder dans cet entretien notamment le fait qu'on soit bien sur la même longueur d'onde sur ce qu'on pourrait appeler le produit de sortie. C'est-à-dire que si vous rentrez à l'EAC, en sortant, vous serez en capacité de travailler dans les métiers de la fonction commerciale et vous avez 3 ans pour affiner votre projet. Après, on va assez souvent sur un plan un peu plus personnel, et quand je dis personnel, c'est surtout qu'est-ce qui vous plaît dans la vie? Est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous avez des centres d'intérêt? À l'EAC, on regarde aussi les notes. Là encore une fois, non pas pour que ce soit discriminant, mais pour éviter d'emmener un candidat qui sera un peu juste sur 3 années. D'abord parce que le principe des crédits ECTS font qu'il faut sinon être bon partout, en tout cas être correct partout. Et donc ça serait mal de notre part d'engager quelqu'un et au bout d'un an de lui dire finalement vous ne pouvez pas passer en année supérieure et ça vous a coûté 6 400 €. Donc on fait attention à ça. Les résultats seront donnés, donc une fois que la moulinette est faite, écrit et oral, est donnée sur admission post-bac. Et la première moulinette est le 23 juin. Donc tous les candidats seront le 23 juin. S'ils veulent rentrer à l'EAC, si leur choix numéro 1 a été accepté ou pas. Donc il est essentiel, si on veut rentrer à l'EAC, de mettre l'EAC en choix numéro 1 sur un PB. C'est capital, oui. Ne pas s'auto-censurer en disant je vais tenter une autre plus simple et peut-être aurais-je l'EAC. Si on met en choix numéro 2 et qu'on est pris dans son premier choix. On ne peut plus rentrer à l'EAC. C'est dans le cadre d'admission post-bac et des engagements APB. Donc on ne peut pas accepter les candidats effectivement qui auraient leur choix numéro 1 ailleurs. En sachant que, là encore une fois, ce qui est extrêmement important, c'est de connaître le programme. Alors, moi j'ai quelquefois des candidats qui postulent à l'EAC en disant je veux postuler à l'EAC parce que vous faites partie des meilleurs bachelors de France. Et puis quand on leur pose la question, mais qu'est-ce qu'on y fait à l'intérieur? Ils ne sont pas capables de nous expliquer. Donc ça veut dire que finalement, quel intérêt ils portent réellement au programme. Donc il faut regarder ce que l'on y fait, soit en demandant les plaquettes, soit en allant voir sur le site internet. Ça c'est fondamental. Et puis après, il faut avoir envie de donner le meilleur de soi-même, en sachant que les jurys qui sont en face savent très bien que ce sont souvent les premiers entretiens et qu'ils sont toujours stressés, donc on fait attention aussi à cela. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Non, c'est sûr. Et l'objectif, c'est pas du tout de mettre l'étudiant en difficulté lors de l'entretien individuel. L'objectif, c'est vraiment de voir s'il ne se trompe pas, parce que pour lui, ce serait vraiment très grave de se tromper. Une école où il faut payer 6 400 € l'année, il ne faut pas se tromper de choix. Bien savoir ce qu'il y a dans une école, ça me semble essentiel pour un étudiant, pour être sûr de son choix et être sûr qu'il ne va pas s'engager sur 3 années d'études qui ne lui serviront pas si ce n'est pas la fonction commerciale au sens large qu'il souhaite découvrir. Donc l'objectif de cet entretien individuel, c'est vraiment de comprendre la personnalité de l'étudiant, de s'assurer qu'il est bien fait pour intégrer l'école, qu'il en a les capacités et qu'il en a aussi l'envie. Et c'est surtout sur cette envie qu'on va aller travailler. Au-delà une petite note difficile en terminale, ça peut s'expliquer par un ras-le-bol du lycée. Ça arrive souvent chez les jeunes. Bon, on peut aussi, c'est surtout un support en fait de discussion avec eux, les notes, plus que quelque chose de rédhibitoire. Vous n'êtes pas bon en anglais, on vous prendra pas. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille sur l'entretien individuel. Juste un avant-dernier point par rapport au recrutement. La première moulinette, donc c'est 23 juin. Il y aura 2 autres moulinettes derrière, 2 autres dates clés. Ça veut dire que si on n'est pas admis à l'EAC le 23 juin, ce n'est pas pour autant que c'est perdu. Ça, c'est extrêmement important. Au fur et à mesure, forcément, les listes des candidats remontent. On a ouvert 170 places pour cette année en première année. 170, c'est aussi une marge pour entrer dans l'école, en sachant que
les filières de baccalauréat sont assez diverses et variées. Malgré tout, la grande majorité de nos étudiants viennent de filières ES, 60% de filières ES. On a 30% d'étudiants qui viennent de filières S et puis 10% qui viennent de filières techniques ou de filières L. Et les filières L fonctionnent très bien. Quand on fait les statistiques avec Anne, et on l'a fait dernièrement, une des premières de promotion était une filière L. Donc ça veut dire ne nous autocensurons pas. Si on a une filière L, on ne sera pas handicapé pour faire une école de commerce. Marc est très inquiet et il vous demande si vous regardez les notes de première. Même les notes de CP également. Non, les notes de première, elles sont là parce qu'effectivement, on leur demande généralement d'amener 3 trimestres. Donc, il y a effectivement souvent le dernier trimestre de la première ou les 2 derniers trimestres de la première. Pour autant, c'est aussi, là encore, un support de discussion. S'il y a eu un coup de mou dans la scolarité de l'étudiant et s'il arrive à l'expliquer et à retravailler dessus, s'il a rebondi après en terminale, ça ne pose pas de problème. En fait, c'est vraiment un support pour nous, pour comprendre ce qu'il a vécu, ce qu'il a envie de faire maintenant et l'engagement moral qu'ils peuvent avoir aussi sur le fait que c'est vraiment leur voie et qu'ils vont se donner à fond. Ça a aussi une importance lors de l'entretien individuel. Johan vous interroge sur le nombre de candidats que vous avez chaque année sur, et comment réviser les épreuves du concours. J'ajouterai une autre question, l'année de terminale suffit-elle à préparer ces épreuves écrites qui s'annoncent à eux en avril? Alors on n'a pas de recul par rapport à l'admission post-bac, c'est la première année. Sur l'année dernière, alors c'est un concours national, on avait à peu près, on va dire, on approchait les 2100 candidats sur toute la France. Pour les 8 écoles. Pour l'ensemble des écoles. Après les écrits et les barres que nous on avait mises à l'EAC, on avait grosso modo 1500 personnes qui auraient pu passer les oraux. Mais ils viennent de toute la France et certains n'ont pas forcément envie de traverser la France pour venir à l'EAC. On a vu l'année dernière 500 personnes à l'oral et sur les 500 on en a recruté 135. Alors, bon, les chiffres peuvent paraître importants, il est vrai, il n'empêche que tous les étudiants, enfin tous les candidats ont leur chance, quelles que soient les filières de baccalauréat, et surtout, il ne faut pas se brider en disant je ne postule pas et je n'y vais pas parce que je pense que je n'y réussirai pas. C'est faux parce que quelles que soient les filières d'origine des baccalauréats, en général, la réussite est au bout. Donc il ne faut surtout pas s'auto-censurer. Et puis sur les 500 qui sont venus passer l'oral, certains avaient un autre projet qui était plus près de leur domicile par exemple, qui était une école qui leur plaisait mieux que nous, et ils venaient aussi pour s'entraîner et passer des oraux. Donc sur les 500 qui sont venus passer les oraux, tous ne souhaitaient pas intégrer. On en a pris 135. Détail pratique, on passe les écrits dans un centre à proximité de son domicile. En revanche, les oraux, il faut aller dans les écoles, vous rencontrer, ce qui est un bon moyen de découvrir l'école aussi. Voilà, c'est aussi un moyen de découvrir les locaux, de découvrir les étudiants aussi, parce que les étudiants vont les accueillir, donc leur parler un petit peu de l'école, de leur vécu de l'école. Donc ça, c'est très important. C'est souvent un moment qui est plutôt très convivial. Et puis, ça permet de découvrir les locaux, de sentir un petit peu l'ambiance, et qui est très important aussi quand on va dans un établissement pour faire un enseignement supérieur. C'est bien aussi de s'y projeter physiquement, et le fait de passer les oraux, ça apporte souvent beaucoup. C'est même capital. C'est-à-dire que passer 3 ans dans une école, c'est extrêmement important de bien s'y sentir et de prendre du plaisir à venir. Je pense que dans ce qu'il faut regarder de plus près, c'est est-ce que l'école est visée ou pas, est-ce que l'école est visée ou pas? Si l'école est visée, c'est une garantie, c'est-à-dire que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a labellisé l'école. Après, derrière, dans les bonnes questions à poser, c'est sur combien d'années êtes-vous visé? Parce qu'on n'est pas visé à vie. On peut être visé sur 1, 2, 3, 4, au maximum 6 ans. Si je prends l'exemple de l'EAC, notre premier visa l'a obtenu en 2003 pour 3 ans, donc 2003-2006. Le premier renouvellement, on l'a obtenu pour 6 ans, donc 2006-2012. Et on était à nouveau en renouvellement de visa en 2012. On l'a encore obtenu pour 6 années, donc 2018. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement de se dire l'encadrement, le niveau d'encadrement, le nombre de diplômés, les atouts, et on a l'avantage, on ne l'a pas dit, mais on aurait pu le dire, finalement le groupe Audencia, on est sur 3 campus différents, et l'EAC est dans les locaux de la Chambre de commerce de l'industrie de Nantes et Saint-Nazaire. Et ça veut dire qu'on est très très proche des entreprises, et ça c'est un tout important pour les étudiants de savoir qu'ils vont pouvoir aussi compter sur ce réseau et sur ces relais-là.
Donc ils sont baignés dans un monde d'entreprise. Ils ont également une vie étudiante qui est importante, des transports, des logements. Pour conclure, comment est la vie à Nantes? Je pense que la vie à Nantes, dans la ville de Nantes, est plutôt très, très sympathique. C'est une jolie ville qui est agréable à vivre. Je pense que tous les étudiants, parce qu'on en a de plus en plus, qui viennent d'autres régions que de la région nantaise, s'y plaisent beaucoup. Il y a une vie étudiante et une vie nocturne qui ne s'inquiètent pas. C'est une grande ville, il y a de quoi faire et il y a des animations, il y a des associations aussi à l'école qui permettent aux étudiants justement de faire de l'extrascolaire, autant au niveau sportif, puisqu'on a maintenant un bureau des sports, un BDE, donc un bureau des élèves, etc. Et l'école est située dans le centre-ville de Nantes, donc ça c'est un gros avantage. Avec les transports en commun, on circule vraiment très très facilement. Et c'est vrai que c'est une belle ville étudiante. C'est une ville aussi, si on aime le sport, où on peut faire beaucoup de choses. Si on aime la culture, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est pas un hasard si Nantes est citée dans les premières villes de France au niveau du bien-être et du bien-vivre. Cela touche à sa fin. Anne Cordès, Guy Gascoigne, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur un live Studyrama TV.